la question essentielle, c'est de comprendre que le débat Malthus-Marx, c'est pas quelque chose de périphérique qui survient comme ça parmi d'autres questions. C'est un Mm. débat central. C'est-à-dire que Marx montre qu'il n'y a pas de loi de population autonome. Les lois de population sont déterminées par les lois de production des forces aliénatoires du capital. Donc, euh, il y a des modes de production, il y a des phases historiques où on a besoin d'une population élargie. Et il y a des phases historiques, des phases de production où on a besoin d'une population restreinte. Donc, le phénomène mouvement des populations, il existe en tant qu'il est une catégorie de l'économie politique, qu'il est une des résultantes du devenir global des forces productives de l'aliénation. Euh, Malthus représente, contre Ricardo, qui représente l'économie classique, déjà une dérive vers l'économie vulgaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune analyse du procès de production chez Ricardo, chez Malthus, alors qu'il y en a une chez Ricardo. Ricardo a très très bien compris que ce qui fait la valeur, c'est le travail. Alors il ne l'a pas compris au bout de l'analyse, parce que ce n'est pas un radical, et il ne va pas aller au bout de cette dialectique historique en comprenant que dans la valeur travail, il y a l'exploitation, puisque Ricardo n'est pas un subversif, c'est quelqu'un qui analyse le développement du capital, mais Ricardo représente les couches progressistes industrielles du capital. Donc, il représente ceux qui mettent en mouvement la modernité de la richesse industrielle. Et donc, contre l'improductivité des rentes foncières préalables, Ricardo sait désigner la vraie richesse industrielle du travail. Mhm. Il ne le fait pas jusqu'au point où il deviendra un subversif. C'est ce que Marx fera avec le travail de la valeur du travail sur l'exploitation, mais il le fait. Malthus, c'est tout autre chose. Malthus, c'est les rentes usuraires. Il n'y a aucune analyse de la production et il n'y a aucune analyse de la valeur production. Tout est dans la sphère de circulation. Euh, Toute analyse de la valeur ou toute analyse de la crise qui ne va pas au fond de la production, on reste à l'écume des choses dans des problématiques de circulation. Pourquoi y a-t-il une crise? Il y a une crise parce qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande. N'importe quel crétin universitaire aujourd'hui ou n'importe quel couillon sur YouTube vous dit consommation, distribution, c'est-à-dire que la crise c'est un déséquilibre. Mhm. Marx dit la crise c'est pas un déséquilibre, la crise c'est le rapport contradictoire, travail vivant, travail mort, avec la problématique essentielle, la problématique ontologique de la baisse du taux de profit. Donc, le délire de Malthus sur la loi de développement de la population est une loi qui est géométrique, alors que la loi des ressources, telle que Malthus, dans son étriqué borné dans la sphère de circulation-distribution la voie, est elle, au contraire, arithmétique. Et c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est une production géométrique explose par rapport à la production arithmétique. La production arithmétique, je passe de 2 à 4. La production géométrique, je passe de 4 par échelon jusqu'à 32. Donc, euh, la bêtise analytique de Ricardo, à savoir que la population monte, monte en soi. Mhm. C'est pas simplement une bêtise analytique qui montre que Malthus n'a pas d'analyse historique. C'est le présupposé d'une classe rentière, usuraire en Angleterre, qui est dans l'incapacité, pour légitimer son pouvoir, d'entrer dans le cœur du cœur la loi radicale de la valeur travail. Mhm. Et Marx va donc exploser le système malthusien en montrant que c'est une connerie absolue et que ce n'est pas les lois de population qui font le devenir de l'histoire, c'est les lois du devenir de l'histoire qui font les lois de population. Autrement dit, quand une population à un moment donné monte ou quand une population à un moment donné descend, ce n'est pas un automouvement spontané qui se ferait tout seul. Il est le résultat des forces productives du développement historique de l'histoire. La population est une des catégories du développement productif de l'histoire. Quand la population va se raréfier dans l'Empire romain, c'est pas parce que, entre guillemets, il y a des lois de population.
C'est parce qu'il y a une décomposition de la rente foncière romaine qui va, décomposer les lois de progression démographique. Et quand on en arrive maintenant au capital, Marx, toujours articulé sur le capital, le sixième chapitre inédit, va positionner les lois de progression des forces productives et à partir de là, poser en quelque sorte l'identité caractéristique de toutes les phases du capital. Le capital a deux grandes phases dans l'histoire. Il a une phase de domination formelle et il a une phase de domination réelle. La domination formelle, c'est quand le capital n'est pas encore lui-même et qu'il est encore extrêmement dépendant des formes antécédentes. C'est un mode de production qui n'est pas homogène et qui n'est pas encore lui-même dans la pureté achevée de son lui-même. Et il y a la domination réelle qui intervient à partir de la Première Guerre mondiale, où le capital se débarrasse de toute son antériorité et il devient l'économie monde du monde de l'économie de la marchandise en mouvement. Et donc Marx dit, sans faire une analyse critique du mode de production despotique, oriental, les sociétés tribales africaines, on voit que ces sociétés ont des lois de population en fonction des déterminismes, des spécificités de leur mode de production. Donc il n'y a pas, contrairement à ce que dit M. Malthus, pour légitimer l'angoisse de la classe dirigeante qui veut restreindre la population, c'est les gens là, pourquoi ça va si mal? C'est parce qu'il y a trop de monde. Non, il y a du monde parce que les lois de développement de l'aliénation font qu'à un moment donné, il y a une explosion démographique. Mais l'explosion démographique, elle n'est pas un en soi qui s'autoproduit. Elle résulte du développement des forces productives. Et donc à partir de là, Marx nous dit, il y a deux grandes phases dans le capital, domination formelle, domination réelle. En période de domination formelle, j'ai une loi de paupérisation absolue, la loi de paupérisation absolue, et la loi de surpopulation absolue. C'est-à-dire qu'en domination formelle, le capital détruit tout. Il ravage tout, et à partir de là, il va mettre sur les routes ce qu'il appelle les sans réserve, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus rien, et qui sont donc une excroissance de population nécessaire pour détruire les modes de production antérieurs. En Angleterre, au moment des enclosures, avec effectivement... Pardon, vous parlez de la domination réelle. Domination formelle. D'accord. En domination formelle, la loi, c'est celle de la surpopulation absolue. Et de toute façon, il faut se dire, il y a un clivage dialectique. En période de domination formelle, toutes les caractéristiques sont toujours absolues. Paupérisation absolue, surpopulation absolue. Et en période de domination... Ça correspond à quoi surpopulation absolue et... Alors, surpopulation absolue, c'est que c'est quelque chose qui résulte du fracas de l'histoire et non pas, à ce moment-là, à un ajustement à la contradiction travail vivant, travail mort dans le développement du machinisme et de la cristallisation de la plus-value. C'est-à-dire que sous Henri VIII, au moment des enclosures, on va déporter des milliers et des milliers de paysans, comme Cromwell déportera des milliers et des milliers d'Irlandais, qui seront d'ailleurs les premiers esclaves de l'Amérique, parce que les premiers esclaves de l'Amérique, avant d'être des Noirs dans un second mouvement, ce sont d'abord et avant tout des paysans catholiques irlandais chassés de leurs terres. À la fin de la révolution cromwellienne du capitalisme anglais, la population irlandaise ne détient plus que 4 à 5% des terres dans la partie la plus extrême de la zone occidentale de l'île. Donc toutes ces populations étaient déportées. Donc Marx nous dit, il y a une paupérisation absolue au sens où l'objet du développement des forces productives, c'est de briser toutes les antécédences qui empêchent le développement de l'accumulation du capital. Donc c'est une surproduction qui est absolue parce qu'elle n'est pas ajustée à la dynamique du travail accumulé tel qu'on le rencontrera en domination réelle, c'est on détruit tout, et les gens partent errer dans la gigantesque misère infinie sur les routes. C'est donc une surpopulation qui est absolue, puisqu'elle est absolument liée à la destruction de toute l'antériorité. En domination réelle, j'ai ce que Marx appelle les surnuméraires, c'est-à-dire une armée de réserve industrielle, une surpopulation relative qui est strictement ajustée à la contradiction travail vivant, travail mort, et aux nécessités d'accumulation pour que le travail vivant soit précisément cristallisé en travail machinique. Et il faut comprendre que ça n'est compréhensible
qu'à partir de la compréhension du fameux hiéroglyphe, dans toute sa complexité, de la baisse du taux de profit. Malthus est à des années-lumière de pouvoir comprendre ça. C'est le crétinisme le plus absolu de l'auto-légitimation du capital. L'économie vulgaire, qui, contrairement à l'économie classique, qui, elle, essayait de comprendre la valeur, n'est plus qu'une économie d'auto-justification. Donc, tout doit être auto-justifié, donc le développement démographique doit être auto-justifié. Mais donc, j'en reviens à la domination réelle. En domination réelle, j'ai la réalisation concrète de la forme accomplie de la baisse du taux de profit. En période de domination formelle, là encore je retrouve l'absolu, je suis dans une prédominance de la plus-value absolue. En période de domination réelle, je suis dans une prédominance de la plus-value relative. Domination réelle, tout est relatif. Domination formelle, tout est absolu. En domination formelle, l'accélération productiviste de l'exploitation présuppose l'usage de la plus-value absolue, c'est-à-dire le fait qu'on fait travailler les gens plus longtemps, et elle est donc une plus-value absolue, parce qu'elle n'est pas relative à la mécanisation cristallisante, elle est à proportion de l'absolue domination d'une plus-value qui vient d'un travail non payé, de moins en moins payé. C'est-à-dire que dans les mines, on faisait 8 heures, ou on faisait 9 heures, ou on faisait 10 heures, du jour au lendemain, on en fait une de plus. Mais on est payé pareil. Donc la variable, c'est le temps de travail humain, La- c'est pas la technologie Voilà. qui va remplacer. Donc c'est une plus-value absolue. En domination formelle, tout est absolu. En domination réelle, tout est relatif. Je n'ai plus besoin en domination réelle de faire travailler les gens plus longtemps. Je peux même les faire travailler moins longtemps parce que par l'arraisonnement du travail machinique sur le travail vivant, j'obtiens une productivité supérieure. C'est-à-dire qu'en domination formelle, un salarié, même extorqué de plus-value absolue, de plus en plus absolue, ne peut pas produire plus de 24. En domination réelle, par la machinisation, il peut produire 75, 86, 560. Donc l'ouvrier le plus exploité aujourd'hui, c'est pas ceux qui sont encore dans une dynamique historique où la plus-value absolue a encore une grande prépotence, par exemple les ouvriers de Bombay. C'est les ouvriers les mieux payés de Hambourg ou de Toulouse qui, au niveau du salaire relatif, sont encore plus aliénés que l'étaient leurs arrière-grands-parents en période de domination formelle. C'est-à-dire que Les tâches physiques étaient plus dures. alors, le travail en domination formelle est beaucoup plus épuisant, mais le taux d'exploitation est mesuré par le salaire relatif, et un ouvrier très bien payé dans les chantiers navals à Hambourg, qui est payé 6 fois plus cher que son grand-père l'était en 1860, est cependant 10 ou 15 fois exploité parce que Créer plus de valeur. il crée plus de valeur, parce que l'arraisonnement machinique par la productivité extorque à son travail vivant 20 fois, 30 fois, 40 fois plus. Et on dit qu'il crée plus de valeur, mais la machine ne crée pas de valeur. Alors- Alors, Alors, c'est là où il faut que les gens, si je parle, si je discute, je ne peux pas parler discuter à partir de ma subjectivité, même si j'estime que cette subjectivité est très intelligente. Ou je m'intéresse aux lois de population et à la crise du capital, et je bosse un peu, c'est-à-dire je vais lire, ou alors je la ferme. Donc, si je veux comprendre ça, je ne vais pas le comprendre en voyant 3 vidéos et puis en réfléchissant dans ma matière grise narcissique. Je vais me confronter au texte, à l'histoire, à l'analyse et à tous les acquis théoriques du mouvement ouvrier révolutionnaire. Donc, seul le travail vivant crée de la valeur. Mais ce travail vivant qui crée de la valeur, il la crée dans un espace qui s'appelle l'espace de la concurrence mondiale. Donc, j'ai le souci de produire de la plus-value, de réaliser de la plus-value, mais de vendre le plus possible. Et pour vendre le plus possible, il faut que je produise le plus vite possible. Parce que si je produis 2 fois plus vite que le concurrent, je vais avoir des coûts inférieurs. Mais ces coûts inférieurs ne créent pas de la valeur. Ce qui crée de la valeur,
c'est le travail des hommes. La machine ne crée pas de valeur. La machine, elle produit par son usure une transmission de valeur qui fait que la valeur du travail humain qui l'a cristallisée est transmise aux marchandises par l'usure. Mais une fois que la machine est usée, je ne peux pas la suruser. Alors que l'homme est surusable. Donc, Elle est usée parce qu'elle ne rentre plus dans le comment? Dans elle a la produit sa production. valeur. Ouais. C'est-à-dire que l'empirie nous dit, ah ben la machine, elle est usée, elle s'arrête, elle marche plus. Non, elle est usée parce qu'elle produit plus assez. Mais elle a accompli son cycle. C'est-à-dire que si une machine, outil, contient du travail cristallisé humain de plus-value exploitée de 675, c'est quand elle atteint 674 et qu'elle bascule dans 675 qu'elle est usée. Il y a l'apparence, il y a l'essence, il y a le concept. L'usure de la machine, c'est pas simplement une usure physique. La machine se met à fumer, elle marche plus. Elle a accompli le temps de la valeur humaine confisquée qu'elle contenait. Donc, je ne peux pas exploiter une machine. Par contre, je peux exploiter les hommes. Donc, le nerf de l'exploitation, c'est le travail humain. Mais, alors, le béotien qui n'a jamais lu, mais qui veut quand même parler, il nous dit, mais enfin, si le capital utilise des machines, c'est qu'elles lui produisent de la valeur. Non, elles lui produisent une accélération du temps de transmission de la valeur, mais elle ne produit pas de valeur. Donc, je vends plus en masse, parce que je vends des marchandises que j'ai produites plus vite, mais Marx nous dit, au-delà du bénétisme à la Ricardo, à la Malthus, à la Quesnay, à la Smith, à la Sismondi, ce qui compte, c'est pas le profit, c'est le taux de profit. Donc, la masse du profit grossit puisque je vends de plus en plus. Mais le taux de profit, lui, ne cesse de baisser. Et le capital est cette organicité contradictoire qui fait que, en permanence, le capital est condamné à accumuler les conditions de sa mort. Le parcours biologique du capital est le parcours dialectique de sa nécrologie. Donc c'est là où intervient la surpopulation relative de la domination réelle. Comment faire pression sur les salaires? Alors faire pression sur les salaires, Marx l'explique très très bien dans la 7e section du livre 1, ça a d'abord été la mise au travail des femmes. On n'a pas mis les femmes au travail pour qu'elles s'émancipent d'une cellule familiale sclérosée. On les a mis au travail parce que, entre les paramètres de la force physique, entre les paramètres de la grossesse, et bref, tous les paramètres historico-biologiques, d'emblée, on a considéré que la femme serait moins payée que l'homme. Donc, Marx nous dit, on remplace un homme par 2 femmes. Et après, on a l'armée de réserve immigrée quand on dit on remplace un Yankee par 3 Chinois. Et c'est pas lié au hasard si c'est un homme par 2 femmes et un Yankee par 3 Chinois. C'est que la modernité fait de l'armée de réserve immigrée une loi générale de population qui a sa cohérence, sa logique, sa dialectique du point de vue des luttes de classe. C'est pas par hasard si cette surpopulation relative immigrée emprunte le chemin de la surpopulation relative féminine dans cette première armée de réserve de femmes mises au travail. La deuxième, c'est les immigrés mis au travail. Après la grande grève sauvage de 68, quand le capital, pour assumer la modernité de sa crise et les difficultés de plus en plus délirantes de la baisse du taux de profit, dit on va faire venir des ouvriers d'un temps immobile où la lutte de classe radicale n'a jamais existé, pour remplacer le communard insurrectionnel de 68 par l'ouvrier des despotismes orientaux, africains ou orientaux, qui n'aura pour objectif que la consommation ostentatoire du rapport marchand. Mhm. Donc, le fait que dans les années 70, on généralise la contraception et l'avortement, et que dans le même temps, on généralise le regroupement familial, ça n'est pas un hasard. Le capital ne produit que ce qui le renforce. Il n'étaye que ce qui le valorise. Donc il faut avoir une compréhension radicale à partir des Grundrisse et du capital sur la compréhension des lois de population. Et la loi de population aujourd'hui, telle qu'elle est structurée sur le concept de surpopulation relative, elle est liée à la réalité profonde de la baisse du taux de profit,
Mais la baisse du taux de profit n'est pas simplement un parcours technologique, accumulatoire, matériel et chosiste. La baisse du taux de profit, c'est une réalité sociale de lutte de classe qui intègre l'ontologie radicale de notre volonté de jouir, de notre volonté d'émancipation, de notre volonté d'un autre monde. Il ne faut surtout pas s'imaginer que la baisse du taux de profit et les lois que Marx positionne dans les Grundrisse et le capital, c'est des catégories matérialistes de devenir historique inerte de marchandises matérielles. Marx n'a pas écrit une économie politique nouvelle, il a écrit une critique de l'économie politique. Donc, il ne s'agit pas de se servir de l'économie pour aller plus loin. Toute l'économie universitaire, classique, officielle, c'est de la merde. Faut pas aller chercher chez Keynes, chez X, chez Y, pour essayer de trouver des trucs et aller plus loin. Faut foutre tout ça à la poubelle pour produire une critique de l'économie politique. Aujourd'hui, le mec qui va acheter une production économique soi-disant critique pour essayer de se documenter et comprendre ce qui se passe, il va rien comprendre. Parce que les économies politiques critiques ont pour objectif de barrer la route à la critique de l'économie politique. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Là, je sais plus le nom du mec là sur le taux marginal zéro. Rifkin. Aucun intérêt. Le mec qui a lu Marx, il rigole quand il lit ça. Par contre, le mec qui a jamais lu Marx, qui veut pas faire d'efforts, c'est facile. C'est facile. C'est pareil. Je veux dire, dans les années 30, où j'ai une critique radicale intelligente et je lis Bilan, ou je lis Bordiga, ou je me masturbe en lisant Céline. Ouais, mais... Ça veut pas dire que Céline est con. Céline est très intéressant, mais Céline n'ouvrira pas la porte du cheminement historique de la compréhension. Il va rassurer mes balbutiements chiants en moi-même sur l'horreur du monde. Il faut savoir ce qu'on lit, et ça, faut savoir ce qu'on veut faire et où on va. Il faut en revenir à l'essentiel. Quand Bordiga dit, même si Bordiga sur le léninisme est vraiment pas à la hauteur d'une compréhension radicale, sur le communisme, sur la crise, quand Bordiga dit toute la novation du XXe siècle c'est de la merde, c'est pas un jeu littéraire. Ça veut dire que les gens qui apprennent quelque chose dans toutes ces productions économiques, journalistiques, sociologiques, dermatologiques, tout ce que vous voulez, c'est des gens qui sont ignares. On ne peut rien apprendre là-dedans si on connaît, si on sait. Si on connaît Bordiga, Rosa Luxembourg, les textes de Marx, tout ça est pitoyable. Alors, le Capital est en train de se péter la gueule. Même le journaliste le plus nul de BFM TV peut vous dire ça va mal finir, il va y avoir une crise bancaire, le Capital n'arrive plus à produire du profit. Mais on s'en fout, c'est pas le profit, c'est le taux de profit. Et c'est pas le taux de profit, c'est la lutte de classe radicale dans la baisse du taux de profit. Donc, on n'a qu'une vie, on a peu de temps devant nous, il faut aller à l'essentiel. Donc ne perdons pas notre temps à chercher dans les rayonnages des actualités des librairies, des trucs qui ouvrent des petits chemins. Prenons la route du grand chemin radical à travers Hegel, Marx, Bordiga, Rosa Luxembourg pour aller à l'essentiel. Aujourd'hui, tous les gens qui vous parlent de la crise n'y comprennent rien. Parce qu'ils ne sont pas dans cette armature essentielle. Donc si quelqu'un vient vous voir avec un graphique de la population mondiale, avec cette courbe exponentielle que vous connaissez sans doute, vous leur dites quoi? Ça c'est pas l'essence, c'est pas essentiel. Mais bien sûr que non, c'est le résultat. Alors, après, le mec inquiet qui dit oh, c'est terrible, il y a de plus en plus de monde. Oui, bah oui, il y a de plus en plus de monde. Parce que le capital, dans sa dynamique aliénatoire, par rapport à la baisse du taux de profit et par rapport aux gigantesques modifications démographiques, a le besoin de cette nécessité. Le problème, c'est pas, c'est exactement comme quand on discutait de la franc-maçonnerie. Il y a les effets, les parties et les causes. Le fond de l'histoire, c'est la dynamique aliénatoire du capital dans le devenir du fétichisme de la marchandise. Je peux passer toute ma vie en lisant Barruel, en lisant Cochin, en disant putain la franc-maçonnerie, 89, 90, bah oui, Marx dit bah oui, la franc-maçonnerie, c'est l'avant-garde du capital. Mais elle ne crée rien, la franc-maçonnerie. Elle est le produit de la création du capital, elle est l'idéologie en constitution, les loges sont l'idéologie en constitution du capital. Alors aujourd'hui, je peux passer ma vie à critiquer la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie n'existe pas. La franc-maçonnerie n'est pas une sphère autonome qui existerait en elle-même. Elle est le produit de la dialectique du capital dans l'émergence de sa modernité. Et c'est pareil pour la loi de population. La loi de population, c'est un effet. La franc-maçonnerie, c'est un effet. La crise médicale moderne, le fait qu'on bouffe tous de la merde, tout ça c'est des effets du système, donc il faut toujours remonter à l'essence des choses. Le communisme
est le naturalisme achevé, et le capitalisme est l'antinaturalisme achevé. Donc, si je veux être utile, si je veux faire quelque chose qui a du sens, je pars pas à la recherche du monde pour mettre du sparadrap sur tous les effets pourris du monde. Je fais une critique radicale en disant, bah, tous ceux qui vous proposent des reformulations, des refontes, des aménagements, des modifications, des réformes, sont les imposteurs du racket politique de votre servitude. La seule chose qui compte, c'est à bas l'argent, à bas l'État, vive la révolution sociale, et tout se tient dans le fétichisme de la marchandise. Le terrorisme, c'est le fétichisme de la marchandise. Les sectes satanistes, c'est le fétichisme de la marchandise. La déstructuration complète de l'humus dans les terres, c'est le fétichisme de la marchandise. Alors, il y a des gens qui me disent, oh bah oui, c'est bien, on va aller créer des petits jardins de permaculture. Si vous voulez le faire, faites-le, c'est pas gênant, mais ça ne changera rien au monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le capital, pour les bobos les plus évolués, va faire des circuits capitalistes de permaculture où les bobos auront de la terre moins abîmée que les prolos dégénérés. Parce que, Tout ce qui se fait n'a aucun sens si c'est pas rattaché à la critique centrale du capital. parce que juste pour terminer sur la surpopulation, il y a des gens qui mettent des bactéries dans un tube à essai, qui regardent l'évolution des bactéries, qui voient que c'est une courbe exponentielle et qui comparent ça à la surpopulation contemporaine de l'homme. Oui, Vous dites que ça n'a pas de mais rapport. ça n'a pas de rapport. Le problème, c'est qu'on en revient toujours à Hegel, et c'est pour ça que Marx a compris dans les Grundrisse et le Capital, le tout et le vrai. Quel est le tout, c'est-à-dire le vrai, qui organise l'intégralité de tous les aspects de notre existence asservie? Alors je peux faire des études épidémiologiques, je peux faire des études géologiques ou volcaniques, je peux partir sur des tas de conneries, la Terre plate, les pyramides, toute une série de conneries. Les diversions que le capital organise pour pas qu'on pose la question essentielle, elles sont multiples. Le capital n'a peur que d'une chose, c'est qu'on pose la question essentielle de la centralité. Qu'est-ce qui fait l'histoire? Ce qui fait l'histoire, c'est notre aliénation arraisonnée par le fétichisme de la marchandise. Et le capital crée sans arrêt des trucs complètement fous sur les épis de blé, les virus qui se répandent. Alors, comme les gens sont surangoissés puisqu'ils n'ont aucune culture critique, Mhm. le mec qui lit rien, qui de temps en temps va sur des vidéos, il n'a pas de base. Il est un matériel particulièrement flexible pour le capital. Il est utilisable à l'infini. Il sait rien. Il sait rien et parce qu'il a vu 3 vidéos, il croit qu'il sait. Donc le capital va organiser plein de diversions sur plein de sujets périphériques pour que la question centrale ne soit pas posée. Ouais. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la lecture, justement? Vous disiez, vous me disiez hier soir, quand j'ai rien lu, je la ferme. Ah ben, c'est toujours ce que j'ai dit. Moi, je veux dire que dans les années 70, à la terminaison de 68, j'ai basculé dans toute une série de groupes radicaux où il y avait une vie intense d'armement théorique. Et c'est ce que j'ai appris là, c'est que pour pouvoir parler, il faut parler quelque chose qui dit signification. Si je parle pour ne pas produire de la signification, c'est de la jacasserie, c'est de la parlerie, c'est de la masturbation aliénatoire. Ça n'a aucun sens et au contraire, ça alimente le capital dans ses diversions multiples. Donc, je ne peux parler, je ne peux penser que quand je suis armé théoriquement. Je suis en 2017. L'humanité, depuis la révolution néolithique, a vécu des milliers d'expériences radicales dans les tumultes paysans, dans les insurrections ouvrières. Des centaines et des centaines de milliers de textes radicaux ont été produits pour rendre compte de ça. Parce qu'il y a 2 sortes de textes. Il y a le texte de la jacasserie narcissique, où Dupont, avec ses petites lunettes, prétend trouver une loi explicative de l'histoire. On s'en fout de Dupont et de ses lunettes. Par contre, il y a les textes radicaux, anonymes, impersonnels, qui rendent compte de mouvements sociaux où on ne jacasse pas, on ne produit pas du jargon ou de la parlerie, on rend compte d'une expérience historique vraie. Donc c'est ces textes-là qu'il faut lire. Et effectivement, quand j'ai basculé dans ces groupes-là, j'ai vu la grande différence qualitative qu'il y avait entre ces vieux ouvriers espagnols, ces vieux ouvriers italiens qui avaient vécu des grands mouvements insurrectionnels et qui avaient à me transmettre un savoir que je devais accepter avec humilité pour devenir quelqu'un. On ne devient pas quelqu'un parce qu'on veut devenir quelqu'un. On devient quelqu'un parce qu'avec humilité, on accepte le faisceau de la tradition, de la transmission, et qu'à partir de là, on se réapproprie Marx, Engels, Hegel, Bordiga, Rosa Luxembourg, non pas parce que c'est des fétiches, mais parce que c'est eux qui ont été le plus loin dans l'incarnation de ces mouvements radicaux. Donc, on est aujourd'hui au maximum de l'inculture. Bah, Marx
et Debord disaient la même chose dans des termes différents. Il y a eu de l'intelligence, il n'y en a plus. Il y a eu de l'histoire, il n'y en a plus. Mais Donc les gens ne connaissent rien. Les gens ne lisent plus, et c'est le résultat de ce que le capital veut. Quelqu'un qui lit est dangereux. Quelqu'un qui fait du tourisme sur les vidéos, il n'est pas dangereux. Donc, vous me proposez un entretien, je l'assume, hein, mais je dis aux gens qui vont peut-être le regarder, surtout, prenez-vous en charge dans un auto-mouvement de conscience. Emparez-vous de la totalité du monde dans la totalité de votre jouissance. Lisez, creusez, avancez, non pas parce que la lecture serait un fétiche, mais parce que la lecture, c'est cet héritage de vie, de jouissance, de combat que des millions de paysans insurrectionnels et d'ouvriers insurrectionnels nous ont transmis. Quand à Barcelone en 1937, les ouvriers en situation d'insurrection créent des journaux insurrectionnels où ils expliquent comment la gauche démocratique est en train de fusiller les grévistes. Ils ne font pas ça pour décorer les murs. Ils font ça pour nous transmettre un savoir critique. Donc aujourd'hui, si je ne sais pas ce qui s'est passé en Espagne en 1937, si je ne sais pas ce qui s'est passé en Hongrie en 1956, si je ne sais pas ce qui s'est passé en France en 1968, par-delà la merde médiatique de la surface des choses, si je ne lis pas les textes radicaux, mais je suis un crétin absolu et je jacasse sur les effets du capital, sur les parties du capital. Je suis donc un allié objectif du capital, parce que j'aide le capital à se restructurer, parce que je le protège. Aujourd'hui, l'enjeu, il est simple, il est clair, c'est tout accepter ou tout refuser. Pour comprendre le tout accepter ou le tout refuser, il faut être dans le mouvement du tout qui se lie dans la radicalité totale de l'insurrection. Mhm. Mais justement, étant donné qu'on est dans une période où plus personne ne lit, plus personne n'a de culture, mais Alors c'est faux. De moins en moins de gens lisent, beaucoup de gens errent sur la vidéo débile, mais je vois de plus en plus de gens, même s'ils sont pris dans le moins en moins, qui font un saut qualitatif et qui aujourd'hui se réapproprient les textes radicaux du passé. Je vois des gens qui découvrent Luxembourg, Bordiga, Gustave Lefrançais, Marx, les manuscrits de 44, Hegel. Alors c'est encore extrêmement minoritaire, mais à un moment donné, la conscience d'intelligence, quand elle a fini d'errer en tourisme sur 30 ou 40 vidéos, elle voit bien que ça tourne en rond et que ça va nulle part. oui. Donc les gens se disent, j'ai besoin d'un saut qualitatif dans un savoir radical qui va au-delà de toute cette merde de recomposition aliénatoire. Ouais. Mais ce ne sera pas de toute façon les lectures qui vont faire que Mais ça va non, péter. mais il y a deux choses. La révolution sociale a lieu au moment où les conditions de reproduction du capital atteignent, il faut lire pour comprendre ça. Mhm. Ce que je dis là, si les gens en restent à ce que je dis, ils ne comprendront rien. Il faut lire. C'est-à-dire, il y a des milliers de pages dans les Grundrisse et dans le Capital, il y a des millions de pages dans Rosa Luxembourg. Il faut lire, 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 lire. Pas parce que c'est un dentifrice nécessaire à la beauté de mes dents narcissiques, mais parce que lire, c'est la compréhension radicale que je veux me tenir debout. Je ne veux pas ramper, je ne suis pas un esclave, je veux me tenir debout. Mais je ne peux pas me tenir debout si je ne sais pas ce qu'est le tenir debout de l'histoire dans sa globalité universelle et insurrectionnelle. Ouais, parce que bon, là on fait une vidéo, et c'est ça aussi, je voulais vous faire réagir là-dessus. Mais attendez, j'ai pas fini sur Ah, mes 60. Enfin, il y a deux choses. La crise finale du capital est une objectivité matérielle qui fait que le capital ne peut plus reproduire les conditions de sa reproduction. Ça, c'est clair. Mais en attendant, il faut comprendre ça pour le diffuser. mhm. Qu'est-ce qu'un jalon de conscience radicale? Qu'est-ce qu'un groupe communiste maximaliste aujourd'hui? C'est quelqu'un qui ne veut pas se substituer à l'humanité. C'est quelqu'un qui ne veut pas diriger. C'est quelqu'un qui est contre toutes les hiérarchies, qui est contre toutes les chefferies, contre tous les commandements, et qui fait un travail sur la transmission du mouvement passé qui a échoué et sur le mouvement futur qui va naître. C'est-à-dire qu'en 68, ça a échoué, et là, la crise bancaire internationale qui va surgir va faire renaître le mouvement qui s'est arrêté dans les années 70. Les gens qui vont péter les plombs dans 10 ans ou dans 15 ans, ils vont pas péter les plombs parce qu'ils ont lu des fascicules. Ils vont péter les plombs parce que les conditions objectives de leur existence deviendront insupportables. Mais on n'est pas là. On est maintenant. Donc la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, maintenant, on se réapproprie justement toute cette histoire
toute cette mémoire radicale qu'on nous a volée, pour la transmettre à un maximum de gens sur des bases radicales de conscience radicale. C'est pas ah j'aime pas ce monde-là, ça va pas bien. C'est ce monde est pourri, pourquoi il est pourri, d'où il vient, de la révolution néolithique à la crise qui va arriver dans 10 ans ou dans 15 ans, comment tout se tient, comment ces forces productives s'organisent, comment ça se développe. L'homme qui se tient debout est un homme de conscience historique. Donc je dois me réapproprier l'histoire. Et quand je vous dis, quand on ne sait pas, on la ferme, ça veut dire que quand moi j'ai rejoint ces groupes-là dans les années 70, on avait des réunions de formation toutes les semaines où on lisait les textes radicaux, les textes de formation du mouvement ouvrier radical pour comprendre ce qui se passait. On ne comprend pas ce qui se passe parce qu'on veut comprendre ce qui se passe. On comprend ce qui se passe parce que on veut le comprendre en s'en donnant les moyens. Je peux voir toutes les vidéos du monde et dire je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre. Je ne comprendrai rien, puisque justement la vidéo est par essence l'autre surface médiatique du capital. Le capital n'a pas généralisé Internet et il s'est dit ah merde aujourd'hui il y a plein de dissidences, c'est dangereux. Non, la dissidence n'est pas dangereuse. La dissidence c'est l'autre visage de l'aliénation. La critique radicale est une critique qui renvoie dos à dos tous les proudonismes de l'imposture. Il y a eu un débat magistral dans la première internationale. Est-ce que nous voulons aménager la merde économique? Est-ce que nous voulons aménager la merde politique? Ou est-ce que nous voulons l'abolir? Et ce débat, il a été tranché. Sauf que tous les pingouins qui sont sur YouTube, si on leur dit Proudhon, ils ont lu quoi de Proudhon? Si on leur dit Marx, ils ont lu quoi de Marx? Donc, quelqu'un qui parle sans avoir lu, il parle à vide. Il fait plaisir au capital. Plus il y aura de gens qui parlent à vide, plus le capital nous maîtrisera. On aura des millions de gnomes qui circulent dans l'errance abétie du capital et qui jacasseront, qui jacasseront, qui jacasseront. Mais ils ne sont pas dangereux. Ils ne peuvent pas désigner la réalité objective du fétichisme de la marchandise. Donc tant que le capital n'est pas désigné dans sa totalité, mais uniquement dans ses effets ou dans ses parties, il est sauvegardé. Mais justement, je voulais que vous réagissiez sur le fait que, bon, là, on fait un interview, mais On fait une entrevue, une entrevue. parce qu'on parle français. Ouais. Mais il y a plein de gens qui vous ont pris pour un espèce de prophète ou... Mais ils n'ont pas écouté ce que je disais. Hein. Oui, mais ils attendent toutes les réponses de votre part. Bah non, les réponses sont en eux. Ouais. Moi, je veux dire que quand j'étais dans ces groupes dans les années 70, j'étais beaucoup plus jeune. J'étais un des plus jeunes. Et donc, on m'appelait le petit. Et les gens me disaient, si tu veux grandir, n'écoute personne de toute la merde contemporaine. Va au classique de la radicalité. Tout ce qui s'est écrit depuis un siècle, c'est de la merde. Toute l'université, c'est de la merde. L'économie, c'est de la merde. La sociologie, c'est de la merde. La politique, c'est de la merde. Tout ce qui s'est constitué en faux savoir critique depuis un siècle n'a pour objectif que d'empêcher l'échéance radicale de survenir. Les gens qui parlent de Marx pour le travestir. Les gens qui parlent de la révolution sociale en parlent pour la travestir. Les gens qui prétendent critiquer l'horreur du monde la travestissent. C'est-à-dire que tous ceux qui prétendent nous ouvrir des portes de solutions sont ceux qui visent finalement à réformer le capital pour maintenir la pérennité du capital. Donc, tous les raquettes politiques à la poubelle, à bas l'argent, à bas la politique, à bas l'économie, vivent l'insurrection de la grève sauvage barricadière pour créer la communauté humaine émancipée. Alors donc, les gens, prenez-vous en main. Je veux dire, le type qui n'a pas compris que s'il a besoin de quelqu'un pour comprendre, il est mort. Mais ils ont besoin d'être sauvés quelque part. On a besoin de s'incruster, de s'incarner dans le mouvement réel. Marx, Bordiga, Rosa Luxembourg ne sont pas des gourous avec des lampes électriques spéciales qui nous ouvrent des chemins particuliers. Ils sont ceux qui rendent compte du mouvement extrémiste le plus radical que l'histoire a produit. Marx dit, moi j'ai rien créé. Mon stylo ne fait que formaliser la lutte la plus radicale de mon époque. Je n'ai rien inventé, je n'ai rien créé, je ne fais qu'exprimer le mouvement réel. Et moi, quand je parle, je dis aux gens, mais je ne fais qu'exprimer le mouvement réel, à vous de l'exprimer. Prenez-vous en charge, devenez intelligents, devenez des hommes de critique et de radicalité. Fermez Internet, allez dans les bibliothèques, mettez-vous à Hegel, mettez-vous à Marx, devenez... En 68 et dans les années 70, il n'y avait pas Internet. Il y avait des groupes ouvriers radicaux qui, une fois par semaine, bossaient sur Hegel, sur Marx, sur Rosa Luxembourg. Et ils avaient un savoir 1000 fois supérieur au plus grand ponte universitaire contemporain qui n'est qu'un âne. Donc, il y a deux savoirs. Il y a le vrai
et il y a le faux. Masturbez-vous sur Internet, dans le néant de la recomposition fallacieuse de l'aliénation, chaque soir, dans mon angoisse. Allez, profil Facebook, papote, je papote, tu papotes, il papote, nous papotons, vous papotez, le capital triomphe. Les couillons. Non, armez-vous théoriquement. Armez-vous théoriquement. Justement, vous avez parlé de mai 68. Est-ce que vous pouvez nous parler, non pas de mai 68, mais vous m'avez parlé l'autre jour de juin 68, qui est, vous m'avez dit que c'était encore plus important que ce Oui. qui s'est passé en mai. Alors, il faut comprendre que chaque fois que le capital, à travers les médias, à travers tous les modes de reproduction du dire et de l'information, parle de quelque chose, c'est de toute manière falsifié. Donc, mai 68, il y a un mai 68 de recomposition capitaliste avec toutes les clowneries syndicales et toutes les clowneries étudiantes, et il y a un mai 68 de radicalité ouvrière avec la grève sauvage des 10 millions de grévistes. Et il y a effectivement deux mai 68. Il y a un mai 68 qu'on pourrait positionner pratiquement jusqu'à la journée du 13 mai. C'est le bordel étudiant. Mais ce bordel étudiant qui est mis en relief, il sert à cacher une réalité ouvrière qui fait que depuis février, depuis mars, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Besançon, il y a déjà des grèves sauvages. On parle du développement du capital et du machinisme du travail cristallisé. Il y a une catégorie qui a disparu aujourd'hui qu'on appelait l'OS. Sur la vieille chaîne des années 60, il y avait des milliers de jeunes ouvriers, on les appelait les OS, les ouvriers spécialisés, mais si vous voulez, c'était ceux qui étaient considérés comme la plèbe la plus plébique. Et il y a un profond malaise. Donc, au moment où il y a le carnaval étudiant, ce profond malaise s'exprime déjà depuis des mois, alors que les médias n'en parlent pas. Le savoir universitaire n'en parle pas ou n'en parle que de manière très parcellaire. Il y a le bordel social partout qui monte. Mais on n'en parle pas parce que ça fait peur. Les clowneries de Cohn-Bendit à Nanterre pour savoir si les garçons vont aller dans les chambres des filles, ça intéresse le capital, parce que ça fait diversion débile. La révolution des mœurs, pour que la sexualité machinique soit accomplie dans la réification absolue, ça fait plaisir au capital. Mais la grève sauvage qui va échapper aux syndicats, ça fait très peur au capital. Il y a donc deux mouvements. Il y a le mouvement de la réaction capitaliste pour la modernisation du capital, et il y a le mouvement de la grève sauvage. Et le mouvement de la grève sauvage, qui donc, de manière perlée, existe déjà depuis des mois, va prendre une forme nouvelle le 13 mai. Il y a eu des affrontements dans le quartier latin et dans plusieurs villes de France, et le 13 mai, sous la pression de la base, les syndicats sont contraints d'envisager une grève générale. Mais c'est une grève générale mythologique. C'est une grève générale grand guignol. Les centrales syndicales ont décidé que dès le 14, tout le monde reprendrait le boulot. Mais le 14, personne ne veut reprendre le boulot. Et on entre dans une phase qui est décisive, 14 mai, 15 mai, 16 mai, et on bascule dans juin, avec un deuxième mouvement qui n'a plus rien à voir avec les clowneries étudiantes, et qui rentre dans la radicalité ouvrière de la grève sauvage, avec ses forces, avec ses faiblesses, mais avec sa conscience. Mai 68 n'a pas lieu par hasard. Mai 68, dans sa formulation ouvrière, découle de cette fameuse crise du capital qui découle de la recomposition, de la reconstruction. Vous savez que quand on analyse la domination réelle à travers Marx et Luxembourg, on voit que le cycle de reproduction du capital en domination réelle, c'est crise, guerre, reconstruction. Mais quand on termine la reconstruction, on retrouve une baisse du taux de profit qui pose un problème gigantesque avec une saturation des marchés qui est généralisée. Pompidou avait dit à De Gaulle, vous savez, si on atteint 400 000 chômeurs, ça pète. Aujourd'hui, on en a des millions. Mais en 68, on bascule à presque 500 000. Mhm. Alors, les gens ne vont pas bouger parce qu'ils se disent, ça y est, on a franchi 500 000. Je vous le disais hier soir, il y a un truc qui est très important, c'est l'article débile de Pierre-Vincent Ponté, qui est un mandarin journalistique de la conscience fausse, qui est écrit dans Le Monde régulièrement, et qui, en mars-avril, écrit plusieurs billets dans Le Monde où il dit « La France s'ennuie ». Mhm. Alors, il n'a pas une analyse de classe radicale,
mais il pointe une réalité qui est celle du malaise existentiel. Et c'est là où il faut faire une analyse de classe radicale sur ce qu'est la baisse du taux de profit. Le capital n'a pas une matérialité matérielle et une matérialité subjective de perception émotionnelle. Il n'y a pas deux instances. Le capital est une totalité. La matérialité matérielle passe dans la matérialité des perceptions, la matérialité des perceptions passe dans la réalité matérielle. Le capital est une unité organique. Il n'est pas décomposé en strates ou en mécanisme d'horlogerie qui ferait que la roue 1 entraîne la roue 2, qui entraîne la roue 3, qui entraîne la roue 4. Alors, roue 1, crise capitaliste, roue 2, malaise social, roue 3, énervement, peur, mélancolie, roue 4, colère, rage et incendie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une unité organique, dialectique, où tout se tient. Quand Vincent Ponté dit « la France s'ennuie », dans son langage d'idiotie de surface journalistique, il dit « il y a un gigantesque malaise social ». Ces OS qui, depuis des mois, dans des greffes perlées, font naître une nouvelle radicalité ouvrière qui échappe aux bureaucraties syndicales, c'est l'émergence d'une tempête qui vient et qui s'annonce. Et donc, 14 mai, 15 mai, fin mai, début juin, la mécanique devient totalement incontrôlable et les syndicats vont avoir un mal fou à briser le mouvement. Mais ils vont le briser. Alors pourquoi vont-ils le briser? Parce que les conditions objectives ne sont pas réunies. S'il y a un malaise gigantesque, momentané, dans la structuration sociale de la crise du taux de profit en France, ce malaise est encore confronté à une dialectique du capital qui permet des essors et des sauts qualitatifs dans la mécanisation, dans la dynamique du crédit et dans la dynamique qui repousse l'objectivité de la crise du taux de profit et de la saturation des marchés. C'est d'ailleurs après ces années-là qu'on va rentrer dans le grand délire du capital chimérique. On va réaliser le livre 3 du capital, c'est-à-dire qu'à partir de cette crise des années 70, le capital va rentrer dans une inflation monétaire, dans une inflation bancaire et dans une inflation de crédit chimérique. C'est pas par hasard. Donc, 68, c'est la crise objective de la baisse du taux de profit, mais qui n'a pas atteint le niveau de la caducité objective, définitive. Donc, le mouvement est condamné à échouer. Et au sortir de 68, plein de gens n'ont pas voulu analyser en profondeur les conditions de la défaite. Alors, les conditions de la défaite, c'est où que la crise n'avait pas atteint la réalité matérielle de la caducité du capital telle qu'elle est posée par Marx ou par Rousseau Luxembourg, c'est mon point de vue. Ou alors, c'est une onirie subjective. Les gens n'ont pas eu suffisamment de volonté, les gens se sont fait avoir, les gens ceci, les gens cela. Non, il y a deux analyses, il n'y en a pas trois. C'est ou un problème de subjectivité autonome, ou c'est un problème de matérialité radicale de la crise du capital. Donc, toute une série de gens ont compris le spectacle de la marchandise, l'aliénation, le terrorisme, mai 68, des groupes ultra-gauche allemands, des groupes ultra-gauche italiens, même les situationnistes. Mais personne n'a fait synthèse radicale du à quelles conditions objectives, puisqu'on vient de voir dans mai 68 la grève sauvage, à quelles conditions objectives demain, une grève sauvage beaucoup plus étendue pourra objectivement manifester la crise terminale du capital. Et le seul travail que l'on ait à résoudre finalement, le travail décisif, c'est à quel moment la crise terminale du capital produira les conditions de caducité du capital. Alors ça ne veut pas dire qu'en attendant la crise terminale, il ne faut rien faire. Au contraire, en attendant la crise terminale du capital, il faut tout faire. Il faut dénoncer toutes les cures de rajeunissement, tous les professeurs de peinture et de décoration extérieure qui veulent que nous modifions les données abominables du capital pour les recomposer de manière plus humaine, de manière plus sociale, de manière plus joyeuse. Le pire ennemi de la révolution, dans le capital, ce sont les représentants de l'idéologie révolutionnaire. Le capital a besoin d'une idéologie révolutionnaire pour enfermer les gens dans des voies de garage en leur disant on va créer un capital différent, un capital populaire, un gouvernement social. Le pire ennemi de la révolution, c'est ceux qui prétendent parler de révolution pour ne pas la faire et pour faire du réformisme radical. Le pire ennemi de la révolution, ce sont les réformistes radicaux, c'est-à-dire tous les néo-proudhonistes contemporains qui veulent réagencer la merde de l'économie politique au lieu de l'abolir.
Bon, bah, de toute façon, on a fait le tour, là, non? T'avais d'autres questions? Ah oui, alors, Oui, non. Au lieu d'acheter de la daube, achetez des livres. Si vous achetez 300, 300 euros de daube par mois, vous deviendrez débile. Si par contre vous achetez 300 euros de Marx, de Rosa Luxembourg, vous pourrez peut-être devenir intelligent. ouais. Alors, rien à voir, il y avait des questions. Alors, il y a des questions qui m'ont été envoyées. De toute façon, je ferai le montage après, c'est pas très grave. Alors, Pourquoi on dit le montage et pas la descente? je sais pas du tout. Ça va, Malena? Oui, non, vas-y. Oh, ça se monte comme, Non, mais je dis comme ça un pour rigoler. édifice. Je dis ça pour rigoler parce que c'est la même chose. Je tombe enceinte. Je dis toujours aux gens, non, on monte enceinte. Mais c'est un lapsus décisif, ça. Vous imaginez, je dis, je tombe enceinte. Vous imaginez la catégorie à la fois linguistique, émotionnelle et inconsciente de la grossesse. Et si on dit je suis enceinte? Bah, c'est mieux. Parce que tomber enceinte, ça veut dire que tout ce qu'on avait. Enfin, la vie Bah, d'avant. ça veut dire que de toute manière, il y a une chute. La vie d'avant tombe. Ouais. On peut plus bosser. Pour reprendre un peu ce dont on discutait hier soir, le rapport de l'homme à la femme, dont Marx parle dans les manuscrits de 44, euh, Hegel, lui, parle de... Alors, je vais citer Hegel. La distinction de la vie éthique de la femme d'avec celle de l'homme consiste justement en ce que la femme, dans sa destination pour la singularité et dans son plaisir, reste immédiatement universelle et étrangère à la singularité du désir. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ça, justement? Bah, le problème, c'est que chez Marx, il y a la compréhension que les situations hommes-femmes ne sont pas les mêmes dans le temps présent, mais en ce sens que dans le temps présent, cela résulte d'une longue histoire qui renvoie au néolithique. Je renvoie les gens qui nous écoutent au texte de Engels sur l'origine de la famille et de la propriété. C'est-à-dire que de la même manière que contrairement aux idioties malthusiennes, il n'y a pas une loi de population en soi, il n'y a pas une loi de clivage masculin-féminin en soi. Il y a des différences, des différenciations entre l'homme et la femme, et après, en fonction des sociétés, en fonction des aliénations et des structurations, il y a des clivages qui produisent un certain nombre de réalités sociales, matérielles ou symboliques. Les Chinoises au XIXe siècle portaient des petites chaussures qui empêchaient les pieds de pousser. Mhm. Ce n'est pas un phénomène de nature, c'est un phénomène d'histoire et de culture. Hegel et Marx ne parlent pas de l'homme et de la femme à partir du même prisme historique. Quand Hegel dit ce qu'il dit de l'homme et de la femme, il parle du temps advenu de la société civile contemporaine européenne qui marque le point le plus abouti de la marche de l'histoire vers l'état rationnel. Et il parle donc du clivage homme-femme dans la société civile du XVIIIe et du XIXe. Et donc, dans la société civile du XVIIIe et du XIXe, il existe un clivage qui fait que la femme est en retrait par rapport à l'homme, puisque l'homme est l'homme des intentionnalités historiques, d'un désir universel qui va au bout de lui-même, dans une compréhension où le tumulte et le fracas de l'histoire est totalement assumé, alors que la femme, elle est quelque part derrière. Mais il ne définit pas une loi de naturalité, il définit une loi d'historicité. Quant à Marx, Marx voit bien qu'il y a effectivement une différence essentielle entre l'homme et la femme, à savoir que l'homme ne portera jamais d'enfant, même si le capital, pour gommer ce différentiel, fait tout pour qu'un jour un homme accouche, mais c'est le capital qui veut ça, c'est pas l'humanité. Mhm. Et donc, Marx positionne que la relation la plus naturelle de l'homme à la femme, c'est la relation d'amour, et que cette relation d'amour est l'expression la plus logique de la relation la plus logique de l'homme à l'homme. Bon, cette relation-là, chez Marx, elle est vécue d'un point de vue subversif parce que Marx ne s'arrête pas à une dialectique qui s'est arrêtée dans l'état rationnel. Marx reprend la dialectique arrêtée dans l'état rationnel pour la faire péter et ouvrir le chemin incendiaire de la Gemeinwesen. Donc, à partir de là,
Dans le communisme de demain, comme dans le communisme primitif, les hommes et les femmes ne seront pas du matériel indistinct et interchangeable. Les hommes seront les hommes et les femmes seront les femmes. Mais cette différenciation ne sera pas clivage aliénatoire, elle sera complémentarité harmonique. Mhm. Le capital veut que les hommes deviennent des femmes et que les femmes deviennent des hommes. Le projet communiste, c'est pas du tout le genre universel indistinct de tous les abrutis de la marchandise soumise. C'est les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes, et de cette relation différentielle naît une harmonie positive qui fait que l'être générique de la Gemeinwesen a du sens. Il y a un être générique de la Gemeinwesen parce que la femme émancipée est une femme qui est émancipée et que l'homme émancipé est un homme qui est émancipé. Mais il n'y a pas d'êtres gris mélangés qui sont à la fois l'un et l'autre. Donc toute la pathologie contemporaine de l'indistinction où tout se mélange dans un sujet machinique, transgenre, transsexe, transconnerie, ça n'existe pas.